Et donc bonjour à tous, comme prévu, comme je vous l'avais teasé avant les vacances, aujourd'hui le jeudi 7 novembre, voici la vidéo sur Nicéphore Niepce et l'invention de la photographie. Du coup, sans plus attendre, c'est parti pour la première étape ou le premier chapitre comme vous le voulez, qui est Nicéphore Niepce. All we need is somebody to lean on. Du coup, qui est Nicéphore Niepce? De son vrai nom, Joseph Niepce, né le 9 août 1767 à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, sous le règne de Louis XV. Très aisée et l'une des plus anciennes de Chalon, la famille Niepce possède des propriétés dispersées autour de la ville, procurant à Joseph des revenus très élevés. Il adoptera le surnom de Nicéphore lors de la période révolutionnaire. De 1780 à 1788, Angers et Troyes font entrevoir pour Joseph une carrière ecclésiastique. Mais il semble que la vocation du jeune homme se soit affaiblie. Il renonce à la prêtrise et s'engage dans l'armée révolutionnaire en 1792. Il s'installe à Nice et s'y marie avec Agnès Romero, qui met au monde Isidore en 1796, lequel ira jusqu'à vendre son château près d'Autun pour aider Nicéphore à financer ses inventions. 10 ans plus tard, Nicéphore est de retour en Bourgogne. À 36 ans, Niepce retrouve sa terre natale, sa mère, sa sœur Claudine Antoinette, ses deux frères Claude l'aîné et Bernard. Les années suivantes sont consacrées à la mise en valeur de ses propriétés et, à ses inventions, le pyrélophore. Donc le pyrélophore, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancêtre du moteur à diesel par exemple. Voilà, c'est l'ancêtre du moteur à diesel d'aujourd'hui. Du coup, ce premier moteur à explosion sera breveté en 1807. Bien que jamais commercialisé, il apportera une certaine renommée partagée avec Claude son frère à leur talent d'inventeur. Du coup, voilà une brève biographie de Nicéphore Niepce. Du coup, sans plus attendre, nous allons nous attaquer à la deuxième partie qui sont ses premiers essais. Du coup, en 1816, un an avant l'expiration du brevet du pyrélophore, Claude Niepce s'exile à Paris puis en Angleterre en 1817 pour chercher à exploiter l'invention du moteur. Nicéphore entreprend seul de nouvelles recherches sur une idée qui l'obsède depuis de nombreuses années, qui est de fixer sur une substance les images reçues au fond d'une chambre obscure. La chambre obscure, la voici. Du coup, jusqu'alors, cette boîte percée d'un trou muni d'une lentille, projetant sur le fond l'image renversée de la vue extérieure, n'avait été utilisée que comme instrument à dessin. En gros, cette chambre obscure permettait de, comme je vous l'ai dit, de projeter sur le fond l'image renversée, donc avec l'effet miroir de la vue extérieure. C'est vraiment l'ancêtre de la caméra, mais qui n'était pas utilisé pour avoir une photo, mais comme je vous l'ai dit, comme instrument à dessin. Du coup, pour ses premières expériences, Nicéphore Niepce dispose au fond d'une chambre obscure des feuilles de papier enduites de sel d'argent, continues pour noircir sur l'action de la lumière. Il obtient alors en mai 1816 la première reproduction d'une image de la nature, en vue depuis sa fenêtre. Il s'agit d'un négatif, et l'image ne reste pas fixée car en pleine lumière, le papier continue de se noircir complètement. Il appelle ces images des rétines.
Afin d'obtenir des images positives, Niepce s'oriente vers la composition, vers les composés qui se décolorent à la lumière au lieu de noircir. Il essaye alors le sel et l'oxyde de fer, ainsi que l'oxyde de noir de manganèse. Bien qu'il obtienne des résultats, il achoppe toujours sur le problème du fixage où il est nécessaire d'éliminer le produit initial qui n'a pas été transformé par la lumière. Pour résoudre cette difficulté, il cherche une méthode qui conduirait à l'option d'image gravée dans un support et étudier l'effet de la lumière sur les acides, espérant observer leur décomposition. Il n'y aurait plus qu'à étendre sur une pierre calcaire l'acide dont la force variant avec l'intensité lumineuse graverait plus ou moins le support, suivant les teintes de l'image projetée. Mais les acides ne sont pas décomposés par la lumière et c'est un nouvel échec pour Nicéphore Niepce. Ces dernières recherches permettent tout de même à Niepce de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'employer un composé dont la transformation photochimique est directement visible à l'œil nu, et qu'un changement de propriété sous l'action de la lumière, même s'il est invisible, peut induire l'apparition de l'image au cours d'une réaction, soit avec le support, soit avec un autre composé. Il s'intéresse dès lors à toutes les substances qui interagissent avec la lumière. Du coup, voilà pour les premiers essais de Niepce. Du coup, sans plus attendre, nous allons attaquer le troisième chapitre, le troisième thème, qui sera l'invention de la photogravure. Du coup, pour l'invention de la photogravure, je vais faire très court parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est quand même très important d'en parler pour l'invention de la photographie. Du coup, après la résine de Gaillac, Niepce emploie une autre résine d'origine minérale, l'asphalte ou bitume de Judée. Il montre que sous l'action de la lumière, cette résine devient insoluble dans ses solvants habituels. À partir de 1822, il réussit à reproduire des dessins placés au contact avec des supports enduits de bitume. Ce principe demeura pendant longtemps la base de la photogravure employée pour imprimer les photos et les documents graphiques. Mais Niepce abandonnera progressivement la gravure à l'acide pour ne plus s'y consacrer à partir de juillet 1827. Du coup, bah voilà, c'est comme je vous dis, j'ai fait vraiment très court pour la photogravure. J'ai dit vraiment que le principal. Du coup, maintenant, sans plus attendre, nous allons nous attaquer au euh, quatrième chapitre de cette vidéo et le dernier qui sera l'invention de la photographie. Du coup, en 1824, il place des pierres lithographiques recouvertes de bitume au fond d'une chambre obscure et obtient pour la première fois au monde l'image fixée d'un paysage. Il faut un temps de pause extrêmement long de plusieurs jours en plein soleil. À partir de 1825, il utilise régulièrement le cuivre comme support, puis l'éteint en 1826 et réalise des images gravées. En 1827, Niepce se rend en Angleterre où il trouve son frère mourant, incapable de lui montrer une quelconque amélioration du moteur. Il réalise qu'il ne sera tiré aucun profit de cette invention dans laquelle ils avaient fondé la plus grande, comment dire, les plus grands espoirs. Après avoir vainement tenté d'intéresser la Société royale à son procédé de reproduction des images qu'il nomme héliographie, Niepce rentre en France et continue avec acharnement à perfectionner son invention. En 1828, il découvre une nouvelle
méthode qui conduit à des images d'une qualité supérieure avec des demi-teintes. En prenant comme support de l'argent poli et en faisant agir des vapeurs d'iode sur l'image en bitume, il obtient de véritables photographies en noir et blanc sur le métal. La précision des images est étonnante pour l'époque. Pour aujourd'hui, la précision, en gros, c'est une photo avec plein de pixels. Pour nous, en tout cas, pour nous tous, la qualité, elle sera dégueulasse. Mais si vous montrez pour aujourd'hui une photo prise avec un Note 10 ou un iPhone X ou un iPhone 11, pardon, pour eux, c'est plus qu'un exploit. Alors que là, si je vous prends une photo avec un vieux Wiko, pour vous, là, ça va être par exemple avec la tablette, là, pour nous, ça va être bof. Pour eux, c'est magistral. On est des dieux carrément pour eux. Mais bon. Et du coup, pour ce procédé, le produit photosensible est le bitume de Judée. C'est une sorte de goudron naturel connu depuis l'Antiquité. Les anciens le récupéraient à la surface de la mer morte, où il remonte continuellement du fond des eaux. On s'en servait pour embaumer les momies chez les Égyptiens, pour calfater les navires ou encore pour faire des terrassements à Babylone. Au XIXe siècle, on savait déjà l'extraire des roches bitumineuses, si bien que le bitume utilisé par Niepce ne venait pas de Judée. Du coup voilà, bah, c'en est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, des conseils à me donner pour faire de meilleures vidéos. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis entre guillemets youtubeur, pas un plein temps, pas un temps partiel aussi. J'ai arrêté vite fait les vidéos YouTube, mais je vais reprendre bientôt. Du coup, voilà. Cette vidéo, comme je l'ai dit, je crois, avant les vacances, sera disponible sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Lecture Expressible FED 1G5. Je l'écrirai au tableau. Et du coup, voilà, cette vidéo sera disponible sur cette chaîne pour que vous le revoyez. Pour que aussi Madame Renucci le revoie pour la note. Si c'est noté, enfin j'espère bien que c'est noté. Et du coup c'est tout. Oui, et aussi pour me contacter plus facilement, parce que je suis pas très actif sur Snap. Pour ceux qui ont mon numéro, je suis principalement actif sur WhatsApp. Et pour ceux qui ne l'ont pas, vous avez ici mon Twitter. Je suis vraiment très actif. Et donc voilà. Et pour ceux que ça intéresse, j'oublie personne. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne principale, Orphefed. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, Orphefed, n'hésitez pas à vous abonner, à checker. Hop, voilà, je fais ma petite pub. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je vais aller travailler sur les génériques que je vais faire. Je pense que je vais faire plusieurs génériques pour chaque partie, pour chaque chapitre, comme je les appelle. Et même pour la fin, ça va être dur. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à mes deux chaînes, à activer la cloche de notification et à me dire en commentaire des idées de vidéos pour ma chaîne secondaire ou même pour ma chaîne principale. Moi, je vous laisse. Bonne fin de journée. Je vous dis peace and love.